Tout au nord de notre monde s'étend une terre que l'hiver gouverne 8 mois par an. Des sommets plus hauts que les nuages, des rivières nées sous la glace. Ça pourrait ressembler à un bout du monde, gelé et vide. Mais c'est l'un des derniers royaumes où la nature commande encore. Et chaque année, la mer vient y nourrir la forêt. Tout ce qui vit ici attend la même chose. Une marée d'argent qui remonte les rivières à la fin de l'été. Tant qu'elle reviendra, le royaume tiendra. Alaska. Tout royaume a son roi, et celui-ci se tient debout dans la rivière sans se cacher de personne. L'ours brun. Sur cette côte, il devient l'un des plus grands ours de la planète. Un vieux mâle nourri de saumon peut atteindre une demi-tonne. Pourtant, le temps lui est compté. Dans quelques mois, la neige l'enfermera sous terre pour la moitié de l'année. D'ici là, il doit doubler son poids. Au printemps, il n'y a pas encore de saumon. Alors l'ours descend sur la grève. Il retourne les pierres, fouille la vase et se contente de quelques coquillages. Mais tout change quand les rivières se remplissent. Chaque matin, il revient au même endroit, la cascade où l'eau se resserre et où le saumon doit sauter. Ici, tout se joue en un instant. Le poisson bondit, l'ours attend. La plupart du temps, il rate. Il replonge, encore et encore. Un grand mâle peut engloutir 30 saumons dans une seule journée. Chacun a sa méthode. L'un plonge la tête la première. L'autre attend, immobile, au pied de la chute. Le plus jeune, lui, court après tout
et n'attrape rien. Sur les meilleurs postes, les grands mâles ne partagent rien. Ils se dressent, gueule ouverte, et le plus lourd garde la cascade. Cette femelle, elle, pêche pour 3. 2 petits l'attendent sur la berge et n'ont pas encore appris. Elle doit les tenir loin des grands mâles, car un mâle affamé tue les oursons qu'il n'a pas engendrés. Un jeune sur 2 ne passera pas son premier hiver. Ceux qui survivent resteront près de leur mère presque 3 ans, le temps d'apprendre la rivière. À la fin de l'été, l'ours n'est plus le même. Sous sa peau, une couche de graisse épaisse comme un poing. C'est elle qui le portera jusqu'au printemps. Quand vient le froid, il se retire sous la terre. Son cœur ralentit presque à l'arrêt. Il ne boit plus, ne mange plus et ne se réveille pas pendant des mois. C'est là, dans le noir, que la femelle met bas. Ses petits naissent gros comme des écureuils et têtent jusqu'au printemps, tandis qu'elle dort. L'ours ne se contente pas de manger le saumon. Il l'emporte. Il traîne sa prise sous les arbres, en abandonne la moitié et repart en chercher un autre. Ce qu'il laisse derrière lui pourrit et nourrit le sol. Les épicéas qui bordent ces rivières comptent parmi les plus hauts du Nord. Ils poussent en partie grâce à un poisson. Autrefois, l'ours brun régnait sur tout l'ouest du continent. Aujourd'hui, il a disparu de presque tout le territoire des États-Unis. Mais ici, dans le Grand Nord, il règne encore comme au premier jour. Plus bas, sous le couvert des arbres, vit un cousin plus petit et plus prudent.
l'ours noir. Là où règne le grand ours brun, lui préfère l'ombre. Meilleur grimpeur, plus discret, il cède toujours le passage et se glisse là où l'autre ne va pas. À l'automne, lui aussi engraisse. Des baies, des racines, quelques saumons oubliés au bord de l'eau. Puis il gagne un arbre creux et s'endort à son tour. Mais le vrai maître de ces rivières ne pèse pas 500 kilos. Il en pèse 3. Le saumon. Il est né dans cette rivière. Puis, il est descendu jusqu'à l'océan, où il a passé des années à grandir loin d'ici. Et un été, il revient. Guidé par l'odeur de son eau natale, il retrouve le ruisseau exact qui l'a vu naître. Ils sont de 5 sortes: le rouge, le royal, l'argenté, le rose et le quéta. Ensemble, ils nourrissent presque tout ce qui vit ici. Le voyage est sans retour. Certains remontent 3000 km à contre-courant. Ils cessent de se nourrir. Leur corps se transforme et vire au rouge. Le mâle change de visage. Sa mâchoire se courbe en crochet, son dos se bombe. Il ne lui reste que quelques jours. Le chemin est un piège. Des rapides, des chutes, des ours et des aigles à chaque coude. Sur 1000 œufs pondus, 2 poissons peut-être reviendront un jour. Ceux qui arrivent ne franchiront ce parcours qu'une seule fois. Ils pondent et ils meurent, tous. Mais leur mort n'est pas une fin. Dans une seule baie d'Alaska, des dizaines de millions de saumons remontent chaque année, et chacun d'eux porte la mer en lui.
car en pourrissant sur les berges, il libère l'azote de l'océan au cœur de la forêt. On en retrouve la trace dans des arbres qui poussent à des dizaines, parfois des centaines de mètres de l'eau. Ici, l'océan nourrit la forêt, et c'est le saumon qui les relie. Et déjà, dans le gravier, des œufs attendent. Un jour, les alevins descendront vers la mer, et tout recommencera. Cette abondance ne passe pas inaperçue. Au-dessus des rivières, une ombre patiente. Le pigarga tête blanche. Il fond sur l'eau, serre tendu et arrache un poisson à la surface sans même se poser. Les jeunes ne portent pas encore le manteau blanc. Il leur faudra 5 ans pour gagner leur tête de neige. Il ne pêche pas toujours. Souvent, il préfère voler sa proie. À un voisin, à une loutre, à un ours distrait. Là où le saumon meurt en masse, il se rassemble par milliers. Sur une seule rivière du Sud, plus de 3000 pigargues se réunissent chaque automne. C'est l'un des plus grands rassemblements d'aigles au monde. Dans les arbres du bord, ils bâtissent les plus grands nids de tous les oiseaux. Certains pèsent près d'1 tonne et servent pendant des dizaines d'années. Il y a 60 ans, cet oiseau a failli disparaître. Un poison, le DDT, fragilisait la coquille de ses œufs. Au sud, il n'en restait que quelques centaines de couples. Puis le poison fut interdit. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers. Et c'est ici, en Alaska, qu'ils n'ont jamais cessé de régner. Le festin attire aussi un chasseur plus discret,
il suit la rivière sans un bruit. Le loup. Sur cette côte, il a appris quelque chose qu'on ne voit presque nulle part ailleurs. Il pêche. Une part de ce qu'il mange en été sort de l'eau, pas de la course. Mais le loup reste avant tout un coureur de fond. La meute peut parcourir 50 km en une nuit et lire dans un troupeau la faiblesse d'une seule bête. Ils cernent une proie bien plus lourde qu'eux. La chasse est longue. La plupart échouent. Au printemps, toute la meute n'a qu'un seul but, une portée de petits cachés au fond d'une tanière. Les adultes chassent pour eux et les élèvent ensemble. Sur cette côte découpée en 1000 îles, les loups traversent même les bras de mer à la nage, d'une forêt à l'autre. Ce que le loup retire d'ici, c'est le vieux, le malade, le plus lent. En triant les troupeaux, il les garde en mouvement et en bonne santé. Longtemps, on a voulu l'effacer. Abattu, empoisonné, traqué partout sur le continent. L'Alaska reste l'un de ses derniers grands bastions. Le long des rivières, dans les saules, vit le géant de la forêt boréale. L'élan. C'est le plus grand des cervidés. Un vieux mâle dépasse la demi-tonne et porte sur sa tête des bois larges de près de 2 mètres. Malgré sa taille, il nage. Il plonge même la tête sous l'eau pour arracher les plantes du fond. À l'automne, les mâles s'affrontent.
Chaque coup de bois résonne dans la vallée. Le vainqueur régnera sur la saison, quelques jours à peine. Au printemps, la femelle s'isole pour mettre bas. Son petit tient à peine debout, et déjà, il doit suivre. Car son vrai combat n'est pas contre les siens. Dès la première neige, la meute suivra ses traces. Un adulte en pleine force peut tenir les loups à distance. Un jeune, rarement. Plus au nord, là où les derniers arbres s'arrêtent, commence la toundra. Une plaine sans fin, gelée dans le sol toute l'année. Et pourtant, chaque printemps, elle se couvre de vie. Le caribou. Ils avancent par dizaines de milliers, en une seule colonne mouvante. C'est l'une des plus longues migrations terrestres du monde. Certains troupeaux parcourent plus de 2000 km en un an. Quand ils marchent, leurs tendons claquent à chaque pas. Un cliquetis qui garde le troupeau groupé, même dans le brouillard le plus épais. C'est le seul cervidé dont les femelles aussi portent des bois. Dans la neige, ils leur servent à creuser. Ils marchent vers un même but, une bande de plaine, au bord de l'océan Arctique, où les femelles mettent bas toutes en même temps. Naître en foule, c'est une stratégie. En quelques jours, la plaine se remplit de petits, plus nombreux que les prédateurs ne pourront jamais en prendre. Car les loups suivent le troupeau. Les aigles guettent les nouveau-nés. Ici, la vie et la mort marchent ensemble, du même pas. En été, des nuées de moustiques les poussent vers la côte, où le vent balaie la plaine.
Fuir les insectes, c'est déjà survivre. Suivons maintenant la rivière jusqu'au bout, là où l'eau douce rejoint la mer. Sur cette côte, il pleut presque sans arrêt. Et de cette pluie naît la plus grande forêt humide tempérée intacte du monde. Des arbres de 1000 ans, portés par une terre que le saumon nourrit. Sous la surface s'élève une autre forêt. Des algues géantes, aussi hautes que des arbres, où se cache la moitié de la vie de cette côte. Et cette forêt-là dépend d'un tout petit gardien. La loutre de mer. Elle n'a pas de graisse pour la protéger du froid. Sa seule défense, c'est sa fourrure, la plus dense du règne animal. Pour la garder au chaud, elle doit manger le quart de son poids chaque jour. Ce qu'elle mange, ce sont des oursins. Et les oursins, laissés seuls, dévorent les algues jusqu'à la racine. En croquant les oursins, la loutre sauve la forêt sous-marine. Sans elle, tout ce paysage deviendrait un désert de pierres. La mère porte son petit sur son ventre. Avant de plonger, elle l'enveloppe d'algues pour qu'il ne dérive pas pendant qu'elle chasse. Il y a un siècle, on l'a presque effacé. Chassé pour sa fourrure, il n'en restait que quelques milliers dans tout le Pacifique. Puis, on l'a protégée. Et partout où la loutre est revenue, la forêt d'algues est revenue avec elle. Entre les montagnes descendent des fleuves de glace, vieux de plusieurs siècles. Quand un pan s'effondre dans la mer, il libère une eau née bien avant nous.
Près de ces glaciers, un autre peuple se repose. Les phoques se hissent sur les blocs flottants pour mettre bas, à l'abri des prédateurs. Plus loin, sur les rochers battus par les vagues, les otaries de Steller s'entassent par centaines. Les plus grandes otaries du monde, et une proie de choix. Car au large vit un géant que rien ici n'égale. La baleine à bosse. Chaque été, elle remonte ses côtes depuis les mers chaudes. Un voyage de plus de 5000 kilomètres pour un seul but, manger. Et pour cela, elles inventent un piège que nul autre animal ne fabrique. Ensemble, elles soufflent un filet de bulles autour d'un banc de poissons. Le mur d'air enferme la proie. Alors, d'un seul élan, les baleines jaillissent la gueule ouverte. Parfois, l'une d'elles bondit tout entière hors de l'eau et retombe dans une gerbe d'écume. Pourquoi ce bond ? Nul ne le sait vraiment. Sous l'eau, les mâles chantent. Des mélodies qui portent sur des dizaines de kilomètres et changent d'une année à l'autre. Non loin, un autre géant chasse, mais celui-ci chasse les autres. L'orque. Elle vit en famille, menée par la plus vieille femelle. C'est elle qui connaît les côtes, les saisons, les proies. Sa mémoire nourrit tout le groupe. Certaines familles ne mangent que du poisson. D'autres traquent les phoques et les otaries. Deux mondes dans le même corps qui ne se mélangent jamais.
Quand l'orque longe le rivage, les otaries le savent. Un instant d'inattention, et l'une d'elles ne remontera pas. Ce savoir de chasse se transmet de mère en fille. Les plus vieilles montrent aux jeunes où frapper et comment. Rien ici ne chasse l'orque. Rien, sauf une ombre venue de la terre. Sur les falaises du bord de mer, la richesse de l'océan devient visible. Des millions d'oiseaux marins se pressent sur la roche nue. C'est l'une des plus grandes colonies du Nord. Le macareux. Sous l'eau, il vole. Il bat des ailes jusqu'à 60 mètres de profondeur et rapporte dans son bec une dizaine de petits poissons à la fois. Sur la falaise, chacun retrouve son terrier au milieu de millions d'autres. Le vacarme ne s'arrête jamais. Mais ces falaises tiennent à un équilibre invisible. Quand la mer se réchauffe, les poissons s'enfoncent ou s'en vont. Il y a quelques années, l'eau du Pacifique a monté de quelques degrés. Le long de ses côtes, près d'1 million d'oiseaux marins sont morts de faim. Dans un royaume nourri par la mer, il suffit que la mer change. Puis le saumon cesse de monter, les rivières gèlent et le royaume change de visage. L'ours dort, enfermé dans la terre. Mais tous ne dorment pas. Sur les parois glacées s'accroche un funambule au pelage blanc. La chèvre des montagnes. Elle grimpe là où aucun prédateur ne la suivra.
Dans la forêt silencieuse, un chasseur aux pattes larges comme des raquettes, le lynx. Presque toute sa vie tient à une seule proie, le lièvre. Quand les lièvres abondent, les lynx prospèrent. Quand ils s'effondrent, les lynx s'effondrent avec eux. Le lagopède, lui, change de manteau. Brun en été, blanc en hiver, il s'efface dans la neige. Et il y a le grand corbeau, trop malin pour partir. Il suit les loups de loin et récolte ce qu'ils laissent. Le plus tenace de tous ne dort jamais, le carcajou. À peine plus grand qu'un chien, il franchit des montagnes entières pour un morceau de charogne gelée. Sous la neige, l'élan et le caribou grattent pour trouver le lichen gelé. Chaque hiver emporte les plus faibles. Et la nuit, quand tout semble mort, le ciel s'embrase. Les aurores boréales dansent sur un monde qui attend. Car cet hiver n'est qu'une pause. Sous la glace, la rivière coule encore, et au printemps, le saumon reviendra. Tout, ici, tient à ce fil. L'ours nourrit la forêt ombrage la rivière garde l'eau froide, et l'eau froide laisse le saumon revenir nourrir l'ours. Un cercle sans début ni fin qui relie la montagne à la mer. Ôtez un seul maillon et tout le royaume vacille. C'est ce fil, aujourd'hui, qu'une ombre menace. Le saumon a besoin d'eau froide et de rivières libres. Nous lui donnons des barrages, des routes et une eau qui se réchauffe d'année en année. Au-delà d'un certain seuil, la chaleur le tue.
Déjà, certains étés, des rivières entières se vident, remplies de poissons morts avant d'avoir pondu. Au-dessus de la plus grande remontée de saumon de la planète, on a longtemps rêvé d'une mine géante. Un seul accident, et c'est toute une baie qui s'éteint. Plus au nord, on convoite le pétrole, jusque dans la plaine où naissent les caribous. Et partout, les glaciers reculent, le sol gelé fond et les rivières tiédissent. Ôtez le saumon, et il n'y a plus d'ours, plus de pigargues, plus de loups au bord de l'eau. Et la forêt, peu à peu, cesse de grandir. Le Grand Nord semble immense et intouchable. Il ne l'est pas. Ce qui met des siècles à se construire ici peut disparaître en une génération. Et pourtant, ce royaume nous a déjà montré qu'il sait renaître. Le pigargue empoisonné est revenu par centaines de milliers dès qu'on a interdit le poison. La loutre presque disparue est revenue, et sa forêt d'algues avec elle. La baleine à bosse, réduite jadis à une poignée de survivants, remonte de nouveau ses côtes par milliers. Et il y a peu, cette même remontée de saumon a été mise à l'abri. La mine géante ne se fera pas. Ici, des terres plus vastes que des pays ont été protégées. Des rivières où l'ours pêche encore comme il l'a toujours fait. Et des peuples vivent le long de ces eaux depuis des milliers d'années, au rythme du saumon, sans jamais l'épuiser. Rien de tout cela n'était perdu d'avance. Chaque fois, il a suffi de laisser la nature reprendre son souffle.
Si nous laissons les rivières couler et le saumon monter, alors les ours, les aigles et les forêts tiendront avec eux. Car ici, plus qu'ailleurs, tout est lié par un seul fil argenté. L'Alaska nous rappelle une vérité simple. Protéger un poisson, c'est protéger un monde entier.